ma famille ici, il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Elsa Badjoum Bena. Il est jeune, il a 31 ans, mais il compte à son actif une maison d'édition, un centre incubateur, une start-up en biotechnologie et plusieurs livres édités en France, au Sénégal et au Togo. Lui, c'est Urbain Amoussou. Qui est-il concrètement? Quel a été le chemin jusqu'ici? Il nous ouvre ses portes. Nous l'écoutons avec École de vie. Bonsoir Urbain. Bonsoir Rihanna. Comment vous allez? Je vais bien. Je te vouvoierai et puis je te tutoierai. Qu'est-ce que tu en penses? Bon. Je choisis lequel? Je peux me tutoyer. D'accord, super. Alors, dis-nous un peu plus par rapport à toi. Déjà, merci pour avoir accepté cette rencontre parce que l'école de vie vraiment nous permet ou voudrait bien qu'on connaisse un peu plus Amoussou en 31 ans de sa vie, qu'il soit à ce niveau. Alors, dis-nous, quelle était l'enfance d'Amoussou? C'est quoi l'éducation que tu as reçue pour qu'à 31 ans déjà, tu aies ça? Vous dites 31 ans comme si j'étais encore jeune. Je pense qu'à 31 ans déjà vieux. Et côté éducation, disons que j'ai reçu une éducation un peu allemande, si je peux dire ça. Mon père il est fan de l'éducation allemande, donc à la dure. D'accord. C'était le genre de papa qui, quand il dort et que tu le réveilles, il se réveille avec une chicotte. Qui nous a éduqués. Moi, la première leçon qu'il m'a donnée, c'est par rapport déjà au fait que tu ne dois pas quémander dans la vie. Tu dois te battre pour tout ce que tu veux. Je me rappelle quand j'avais 4 ans, un jour j'étais rentré, j'avais vraiment faim. En ce moment, on était dans la période de la grève illimitée. Donc, on marchait plusieurs kilomètres pour aller à la frontière éduquée. Donc, je suis rentré, j'avais faim, j'avais 4 ans et les voisins m'ont proposé à manger. Et quand il est rentré, il a su ça. Ça a été une soirée terrible. D'abord, il y avait une balançoire dans la maison. Il nous attachait dedans et il nous chicotait comme il se doit. En étant dans la balançoire? Ouais, vous imaginez un peu. C'est intéressant aussi. C'est un mélange de plaisir et de... Okay. En même temps, c'est terrible parce que finalement, tu associes aussi la balançoire à quelque chose de terrible finalement. Oui. Et bref, c'est cette éducation qu'il nous a donné. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Avec le recul, c'est vrai que sur le coup, tout ce dont tu te rappelles, c'est les douleurs, c'est les traces laissées sur ton corps, c'est la dureté de cette éducation. Mais au finish, aujourd'hui, je pense que c'est tout cela qui a formé qui je suis. Donc je dis souvent que il est celui qui m'a fait pour le meilleur, pour le pire. Ok. Ouais. Donc, du bien et puis quelque part un peu de blessure ou un peu de cicatrices laissées, c'est ça? Oui, je me dis que... Alors, certains n'aiment pas peut-être le fait que je suis peut-être parfois un peu trop dur. Mais je pense que le domaine où je suis, si je n'avais pas reçu cette éducation, j'aurais abandonné. Si tu es entrepreneur et que tu n'es pas discipliné, tu vas pas aller loin. D'abord, il nous a éduqués à la dure. Ensuite, on ne peut pas dire qu'on était vraiment riche. Donc, pour lui, même si le peu que tu as, tu dois te contenter de cela et pouvoir utiliser ça pour grandir. C'est ce qu'il nous a appris. Et donc, quand tu arrives au Maroc, on est arrivé au Maroc, on avait une bourse d'à peine 50 000 francs par mois. Ça couvrait à peine le manger, sans parler du loyer, sans parler du fait d'acheter du matériel scolaire, etc. Et donc, c'est vraiment une vie presque de galère, une vie presque de galère. Pour la petite histoire, ça nous arrivait certaines fins du mois d'aller vendre des bouteilles pour avoir 1-2 dirhams pour aller acheter du pain. Des bouteilles, quel genre de bouteilles? Les bouteilles, les boissons, les bouteilles Okay. de trucs là, de boissons, d'accord. Donc, c'était aussi dur parfois comme ça, certaines fins du mois. Mais il faut avouer aussi que de temps à autre, nous envoyaient des petits sous. Et bon, j'ai fait 5 ans là-bas, 5 ans au Maroc comme ça, dans ces conditions.
Je pense que ça, l'éducation qu'on a reçue m'a permis, en tout cas moi personnellement, de tenir pas mal. Oui, tu Voilà me quoi. disais par exemple que l'Africain, ou non, je dirais le Togolais, s'en sortait entre guillemets mieux par rapport à d'autres D'autres parce nationalités, que oui, ouais. d'autres nationalités, parce que vous étiez déjà éduqués à cette discipline, à cette façon de vivre avec le peu que tu as et Ouais. de mieux gérer. Ouais, Est-ce que ouais. c'est... Non, non, c'est totalement vrai. Alors, si on prend, si on prend la plupart des nationalités Oui. que moi j'ai eu à côtoyer, Mhm. on faisait partie des nationalités qui recevaient une bourse très, très minime. Maintenant, on avait des parents. Alors, ce qui est encore plus bizarre, c'est que ceux qui réussissaient avaient une bourse d'excellence. Généralement, leurs parents ne sont pas riches. C'est des jeunes, on les a éduqués, on leur a dit non, vous êtes pauvres, il faut vous battre pour vous en sortir. Donc, ils se sont battus, ils sont bons dans leur domaine. Donc, quand tu arrives là-bas, parfois même quand tu appelles le pays pour qu'on t'envoie Un peu de de sous, on te dit attends, il n'y en a pas pour l'instant, attends encore un peu, attends encore un peu. Donc, tu dois galérer. Mais en même temps, si on compare le Togolais par rapport aux autres nationalités, c'est bizarre, on recevait une petite bourse, mais il arrivait que d'autres nationalités reviennent vers les Togolais pour leur demander en fin du mois des petits sous. On n'est pas éduqué à aller faire trop la fête. On n'est pas éduqué, je sais pas moi, à dépenser voilà, à tout bout dépenser de à champ. tout bout de champ. Donc, on gérait mieux. Ouais. C'est vrai, on ne vivrait pas comme des rois. Et pour la petite histoire, les Togolais généralement arrivés là-bas, les autres nationalités rapidement commencent à sortir avec des filles, etc. Mais le Togolais il sait qu'il est là pour étudier. Donc, Il n'a même pas les moyens pour sortir avec... Bon, j'exagère un peu, c'est vrai que ça change, mais nous, en tout cas, à notre période, la majorité se concentre sur leurs études. Ils sont là pour ça. À la fin des études, on peut voir. Mais pour l'instant, c'est pour Alors, ça. au Maroc, il y a... c'est vrai que les gens disent qu'il y a le racisme là-bas, un peu de racisme là-bas. Mais en tant qu'étudiant, en allant pour ces études, est-ce qu'il vous arrivait d'être confronté à cette réalité-là? Je pense que pour tout au long de mes études, c'est peut-être l'une des seules choses qui ont fait que dès la fin de mes études, je suis rentré. On est dans un environnement où il y avait presque tout, d'accord. Côté éducation, c'est bon. L'université, les profs, c'est bon. L'éducation qu'ils nous donnent, c'est bon. Les laboratoires sont équipés. Mais malheureusement, quand tu sors de ce cadre estudiantin et que tu rentres, tu vas au dehors, c'est un autre environnement. Donc le campus était comme là où vous êtes en sécurité, voilà, si je peux le dire. Oui, on peut dire ça. Quand tu sors de là, tu rencontres une autre culture, une autre réalité, d'accord. Tu rencontres sur le terrain des jeunes qui t'insultent juste parce que tu as la peau noire. Quand tu dis tu s'insultes, c'est genre hey, t'es malade, hey, noiro. C'est quoi le genre oui, ça, ou bien ils te lancent singe. Bref, c'est les insultes racistes. Rien que le fait même d'y penser, j'ai pas envie de sortir ces mots. Maintenant, je le dis aussi, parmi ceux que moi j'ai rencontrés au Maroc, je suis devenu très ami avec certains Marocains. Donc c'est pas tout le monde. En tout cas, moi ce que je remarque le plus souvent, c'est généralement des jeunes qui n'ont pas vraiment fréquenté, d'accord, qui ne sont pas ouverts d'esprit, qui ne comprennent pas que non, voilà, on peut pas. Bref, le racisme était là, d'accord, c'était en bien parfois, même si c'est pas direct. Est-ce que tu avais vécu ça toi? Genre, est-ce qu'un jour en sortant, tu t'es retrouvé être appelé singe? Oh, rien qu'à en parler, ça fait un truc dans ma bouche. Oui, en fait, le terme le plus souvent qu'ils utilisent, le plus commun, ils disent gam gam. Et quand tu leur demandes, ouais, c'est pour exprimer le fait que voilà, tu ressembles à un singe, des trucs comme ça. Donc, ça nous arrivait pas tout le temps. Tu sors dans la rue, tu entends des enfants crier gam gam. Certains fuient, d'autres sont là parce qu'ils savent que tu ne peux rien faire contre eux. Leurs parents sont là, les autres sont là, mais personne ne bouge. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas été attaqué, mais déjà les premiers jours quand on est arrivé à Rabat, il y avait des amis qui ont été attaqués et ils ont couru. Heureusement que ils ont détalé sur plusieurs kilomètres. Et ce qui s'est passé, ils ont été attaqués dans la rue. Il y avait d'autres personnes, mais personne n'a réagi. Ça, je pense que c'est ça le plus terrible choquant. En fait, le plus choquant. C'est que tu te rends compte que... Non, au Togo, imaginons par exemple au Togo.
tu te fais attaquer dans la rue, Oui, ben, les aidemans, tout le monde commence à te, exact. voilà, À à te t'aider, poursuivre, à t'aider, oui. à t'aider et à poursuivre. Celui qui te Voilà. fait ça. Mais là, personne ne À l'aise. réagit juste parce que tu es étranger. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc qui fait mal. D'accord. Franchement. Alors, dis-moi, Urbain, Ouais. de la galère au racisme, en passant par, quand je dis au racisme, en passant par les vécus, toutes ces histoires que tu as racontées, la technique et moi sommes allés voir certaines personnes que tu connais bien d'ailleurs, qui ont un peu parlé de toi, ceux qui te connaissent depuis le Maroc et aussi ceux avec qui tu travailles ici. En complicité avec la technique, nous allons suivre la capsule que pensent ceux qui te connaissent. La capsule nous a fait voir combien certaines personnes t'appréciaient et d'autres qui reconnaissent en ce que tu es en train de dire aujourd'hui cette rigueur ou cette, je vais dire, cette rigidité hein, dans tes activités avec certaines personnes, surtout certains incubés chez toi aujourd'hui. Ah, dis-moi, quand tu étais de retour au pays, c'était facile puisque chez nous, quand tu viens de l'extérieur avec des diplômes, c'est qu'il a un diplôme différent du diplôme togolais et donc facilement il doit avoir de bons contrats et puis la vie est plus facile pour lui comme pour toi. Hein? Ah, oui, n'est-ce pas? Ça a été totalement le contraire. En tout cas, pour moi, ça a été totalement le contraire. Pour dire la vérité, je suis rentré, ou bien j'étais censé rentrer au Togo avec dans ma valise 50 euros. Pour toi en tout. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré. Le lendemain, j'ai cherché les 50 euros en vain. Donc, en fait, je suis vraiment revenu au Togo 0-0. J'avais absolument rien. Tu avais perdu les sous? Ouais, j'ai pas retrouvé les 50 euros. C'est juste tout ce qu'il me restait. Hein. Et j'ai cherché ça en vain. Donc, en fait, je suis rentré et j'ai redémarré totalement à zéro. C'était une période réellement compliquée. Et parfois même ce n'est même pas le fait de ne pas avoir de sous qui est dur, mais c'est aussi le regard des autres, le regard de la famille. Parce que comme tu l'as dit, tout le monde s'attend à ce que voilà, tu es rentré de l'étranger, tu as fait de grandes études, ils se disent que tu as des sous aussi. Déjà. Or je n'avais absolument rien du tout. Mon petit frère travaille déjà. Toi, en tant que grand frère, tu reviens, tu n'as rien. Et c'est une période. Voilà, c'est une période où j'ai passé toute cette période en chambre en fait. Je faisais tout pour ne pas sortir afin de ne rencontrer personne et leur montrer le visage de la galère. C'est 2 fois plus dur quand tu rentres de l'étranger d'être dans cette situation. Donc je passais presque toute ma journée en chambre et je ne sortais que pour manger. Et pour manger aussi, c'est pas moi-même qui donnais à manger. Je suis revenu, je dépendais encore de nouveau de mes parents. Et franchement parlant, ça a été vraiment compliqué. J'ai plus ou moins vécu cette période pendant presque 2 à 3 ans. Ouais. Avant de commencer maintenant à avoir des petits sous qui rentraient par rapport à mes propres activités. Donc ça a été vraiment compliqué, sans mentir. Alors, quand tu es rentré, tu n'avais pas de sous. Et tu vivais de tes parents. C'est genre, maman était si riche que tu avais des sous venant de maman? Non, quand je disais que je dépendais d'eux, c'est pas nécessairement qu'ils me donnaient des sous, mais voilà, on mangeait à la maison. Je mangeais. Mais c'est difficile de se dire que tu as passé 5 ans à l'étranger, tu étais presque indépendant, tu avais une bourse et tu rentres, tu es obligé, d'accord, d'attendre à ce qu'on cuisine d'abord que tu ne manges. Tu ne peux même pas donner 100 francs, 1000 francs à un petit frère, une petite soeur pour faire quoi que ce soit. Et là, tu écris. J'ai aussi écrit beaucoup, j'ai l'honneur. Ah oui. Ouais, je pense que je suis moi aussi passé par là. Même si je savais déjà au Maroc que je voulais pas en fait travailler vraiment sous quelqu'un. Déjà dès le Maroc, j'ai lancé mes premiers projets d'entreprise. C'était quoi? C'était dans la biotechnologie. J'ai fait en fait mes études en biotechnologie, biologie et santé, et ensuite un master en biotechnologie appliquée. D'accord. Donc, ma première start-up lancée, c'était dans les médicaments traditionnels améliorés. Comment utiliser les nouvelles technologies pour
appliquer à notre médecine traditionnelle et proposer des médicaments beaucoup plus adaptés à nos réalités, beaucoup plus accessibles. Ok. Donc voilà, quand je suis rentré, c'est avec cette start-up que j'ai démarré. Ensuite, j'ai eu à travailler quelques mois avec un grand frère dans son laboratoire d'analyse biomédicale. Ok. Mais c'est vraiment des petits sous qui rentraient. C'était vraiment, j'ai démarré de zéro avec lui. Donc, c'était vraiment une période où c'était vraiment dur, Ok. franchement parlant. Mais en tant que... On va aborder un peu le sujet famille. Hein. Mm. En tant que jeune homme, Ouais. et je sais qu'à un moment donné, quand tu étais rentré, tu étais confronté à ta mère qui ne se sentait pas bien. Comment c'était pour toi de vivre le fait de prendre soin de sa mère en étant un jeune homme? Parce que souvent, c'est plus facile, je pourrais le dire entre guillemets, c'est plus facile pour les filles de prendre soin des gens, voilà, de les laver, d'être toujours à côté et tout ça. Mais pour toi, un homme, et surtout tu as vécu à l'extérieur, comment tu t'es senti ou comment tu t'en es sorti? C'était quoi qui te gardait toujours là au lieu de sortir un matin et t'en aller comme je pourrais dire certains jeunes le font?